Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les juges de la Cour constitutionnelle sont-ils récusables? C'est la principale question de ce grand dialogue. Nos invités sont Dr Fousseini Doumbia, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Bamako, Dr Mamadou Bekay Dambélé, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat au barreau du Mali, et Maître Zana Kone, également avocat au barreau du Mali. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Présidentielle de 2018, 18 des 24 candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet dernier ont demandé la récusation de la Cour constitutionnelle. Ils estiment que les 9 sages de cette institution ont violé l'application de la loi sur l'utilisation des procurations. Alors, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, le juge constitutionnel est-il récusable? Merci beaucoup, M. Touré, et merci à tous les auditeurs de Studio Tamani. Et la question, elle est bien précise, elle appelle une réponse tout aussi précise. Les juges de la Cour constitutionnelle sont bel et bien récusables parce que ce sont des juges. D'accord. Maintenant... D'accord. Alors, ça, c'est votre position. Maître Zanakone, est-ce que vous pensez aussi que les juges de la Cour constitutionnelle sont récusables? Tout à fait. Autrement, ce serait la tyrannie et non la démocratie. D'accord. Docteur Dambélé. Ok, merci à tout le monde. Effectivement, je pense également que les juges constitutionnels, les juges de la Cour constitutionnelle sont bel et bien irrécusables parce que si on donnera les détails tout de suite à professeur Doumbia. Alors, merci et je vous remercie aussi pour cette opportunité. Moi, je soutiens la position contraire pour dire que le juge constitutionnel a un statut particulier qui ne répond pas aux critères d'un juge récusable. Alors, quelle est la particularité du juge constitutionnel? Alors, vous savez que la juridiction constitutionnelle est une juridiction spécifique, investie d'une mission spécifique, dont l'organisation et le fonctionnement, n'est-ce pas, sont régis notamment par une loi organique spécifique. Alors, c'est vrai que la Cour constitutionnelle, comme on dit, contrairement à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, la Cour constitutionnelle est composée notamment des membres qui portent notamment les titres de conseillers. Donc, ils ne sont pas appelés juges. Mais si on va beaucoup plus loin, dans le cas de la prestation de leur serment, on dit qu'ils présentent le serment en tant que magistrat. Alors, la grande question qui mérite d'être posée, est-ce que, n'est-ce pas, un magistrat, tout magistrat est juge? Parce que la réponse explicite est donnée notamment par la Constitution pour dire que les membres de la Cour constitutionnelle portent notamment les titres de conseiller. Donc pour dire que le personnel chargé de dire et de défendre le droit constitutionnel au niveau de la Cour constitutionnelle est appelé conseiller et non juge. Donc dans cette dynamique, n'est-ce pas, on ne peut pas les appeler juges, même si dans certains cas, de manière générale, n'est-ce pas, on peut les appeler juges parce qu'ils sont juges de la constitutionnalité des lois. Mais du point de vue statutaire, ils ne sont pas appelés juges, ils sont appelés conseillers. Donc également au niveau, notamment, toujours dans le cadre de l'article 336, je crois, du Code de procédure civile, on parle exactement aussi du tribunal. On parle également des parties. Des parties, ce qui suppose l'existence de deux parties devant un juge. Mais dans le cadre du contentieux précis, on constate qu'une partie a porté plainte contre quoi? A porté plainte contre une décision administrative. Une décision administrative qui a déclaré un candidat élu provisoirement dont la validation définitive relève du juge constitutionnel. Donc le juge constitutionnel, c'est le juge de la légalité des actes administratifs proclamant un candidat élu pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Donc, il n'y a pas une partie adverse qui est là, ici. Donc, pour qu'on puisse parler de deux parties en instance. Donc, la légalité porte sur une décision et non pas sur deux parties qui sont opposées. Également, il y a également l'autre élément, c'est que ça s'inscrit dans le cadre d'une juridiction du premier degré. Parce qu'on constate que souvent, dans certains cas, le procureur de la République rentre un peu dans la danse de la récusation du juge.
Donc, on ne peut pas quitter notamment au niveau de la Cour constitutionnelle pour venir après au niveau d'un tribunal, n'est-ce pas, pour dire que il faut que le procureur intervienne pour s'intéresser à un domaine qui ne relève pas de ses compétences. Non. Donc, pour vous dire que c'est vrai, il y a des mécanismes de cessation de la fonction. D'accord, on parlera de ces mécanismes tout de suite. Maître Zana Kone, vous, pourquoi vous pensez que le juge est récusable? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie également vos charmants auditeurs. Pourquoi le juge constitutionnel est récusable? Tout simplement parce que c'est un juge, comme l'avait dit l'autre. C'est Dr Doumbia. Okay. Dr Doumbia a posé la question de savoir si le juge constitutionnel est un juge. Et il revient lui-même à dire que il dit qu'il est magistrat, mais est-ce que tout magistrat est juge? À l'évidence, tout magistrat n'est pas juge, mais est juge celui qui prend une décision en application de la loi, qui tranche un contentieux. Quand on tranche un contentieux, peu importe le nom qu'on donne à cette personne qui applique la loi, tant que ce n'est pas dans le cadre arbitral, on est devant un juge. Et même dans le cadre arbitral, la logique est la même, c'est-à-dire la récusation est également là. Maintenant, il a parlé du code de procédure. C'est très intéressant. Alors, on va partir des principes de base en droit. Un principe de base est que le droit commun, en l'absence de dispositions spéciales, c'est le droit commun qui s'applique. Et lui et moi, je pense que nous serons tous d'accord ici en tant que juristes pour dire que le droit civil est le droit commun. Le code de procédure civile est donc le droit commun en matière de procédure. Les règles énoncées dans ce code, notamment celles se rapportant au procès équitable, sont là. Maintenant, le législateur, à travers la Constitution, n'a pas expressément dit que la récusation n'est pas possible en matière en application au juge constitutionnel. S'il y avait une règle expresse qui disait que la récusation n'est pas possible, en ce moment, c'est la règle spéciale qui déroge à la règle générale qui est la récusabilité. Mais à partir du moment où il n'y a pas de règle spéciale, donc la règle générale s'invite. Et cette règle générale, c'est quoi? C'est le code de procédure. Maintenant, il a touché un certain nombre d'aspects qui vont, si vous voulez, en contradiction avec quelque chose de bien plus supérieur. Il a parlé du juge constitutionnel qui est en haut, qui ne doit pas descendre pour se faire, si vous voulez, entre guillemets, juger par le tribunal d'instance, mais ça pose un souci, puisque nous sommes dans un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nous avons, dans le préambule de notre Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit en son article 7 notamment que toute personne a droit à un procès équitable. Et le procès équitable se trouve justement être le fondement de la notion même de récusation. Pourquoi on récuse un juge? Parce qu'on estime qu'à un moment donné, pour telle ou telle autre raison, il peut avoir un parti pris. Et s'il a un parti pris, le procès n'est pas équitable. Or, la notion de procès équitable, comme je l'ai dit, est supérieure à tout le reste. Toutes les autres lois dont on va parler, le procès équitable, c'est un principe fondamental en droit et il est supérieur à toutes les autres règles dont on va parler ici au sein du procès. Ensuite, au-delà même de la supériorité du principe évoqué tout de suite, il faut tenir compte du fait que ce principe trouve son siège dans un instrument international qui, comme tel, supplante toutes les lois nationales. Et encore qu'il n'y a aucune loi nationale, je le répète, qui dise expressément que le juge constitutionnel ne doit pas être récusé. Donc, mais il n'y a pas une loi également qui dit qu'il doit être récusé. Il y a une loi, très bien. Il y a une loi qui dit qu'il peut être récusé, c'est ce que je vous dis. Je vous ai expliqué que le fond commun du droit, c'est le droit commun. Le droit commun est là. À partir du moment où le droit commun s'applique à tous, il aurait fallu qu'il y ait une règle spéciale qui dise que la Cour constitutionnelle et ses membres, en ce moment, les membres de la Cour constitutionnelle dérogent à cette règle de procédure et comme tel ne sauraient être récusés. Si vous admettez que le juge constitutionnel ne peut pas être récusé, vous savez à quoi vous aboutissez? Ça veut dire que peu importe ce que lui il fait, tant qu'en son fort intérieur il ne se dit pas que je ne vais pas connaître de cette affaire, il va la connaître quand même, il va en connaître quand même parce que vous n'avez aucun mécanisme pour l'en empêcher. C'est en réalité ça. Et je ne pense pas que c'est là qui soit recherché par l'état de droit ni la démocratie. D'accord. Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, est-ce que vous partagez l'avis de Maître Zana Kone? Parfaitement, je partage totalement l'avis de Maître Zana Kone. Ce que je voulais est simplement ajouter à ce que Maître Zana Kone vient de dire simplement, c'est que cette décision de la Cour
elle a une portée. Et la première des portées de cette décision, c'est de dire simplement que le respect de l'obligation d'impartialité n'est pas applicable à un juge constitutionnel au Mali, en l'absence de dispositions textuelles spécifiques. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, au Mali, un juge de la Cour constitutionnelle n'est pas soumis à l'obligation d'impartialité, parce qu'il n'y a pas de disposition textuelle spécifique qui le précise. Cette situation est extrêmement grave, parce que lorsque vous regardez les principes même qui dirigent le procès, quel que soit le procès, il y a des principes généraux. Le droit à un procès équitable, qui est reconnu par le préambule de notre Constitution, dans lequel se trouve l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous dit que chaque plaideur a le droit d'être entendu à sa cause dans un délai raisonnable et par une juridiction impartiale. Par une juridiction impartiale. Et revenir là-dessus et nous dire qu'en l'absence de dispositions dans la Constitution et les textes législatifs et réglementaires qui l'appliquent, équivaut à un affranchissement du juge constitutionnel de l'obligation d'impartialité. Ça veut dire que le juge de la Cour constitutionnelle, il peut faire tout ce qu'il veut, il est indépendant de tout, il n'a pas besoin d'être neutre. On a l'habitude de dire en droit, là où il n'y a pas... Mais dans ce cas, s'il a l'obligation de faire tout ce qu'il peut, et il n'y a aucune loi qui l'oblige à être impartial, est-ce qu'il est récusable dans ce cas? Exactement. La récusation est le corollaire de l'impartialité. Lorsque vous prêtez un serment, qui est même tiré de l'article 93 de la Constitution, qui dit qu'on se comporte en digne et loyal magistrat, et que dans ce serment, vous faites cet engagement d'impartialité, consubstantielle à la fonction même de juge. Parce qu'on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas impartial. Tant qu'il y a prise de parti, on ne peut pas juger. Donc il y a quand s'il y a même quelque prise chose qui de les parti, oblige. exactement, c'est consubstantiel à la fonction. S'il y a prise de parti, la sanction de la prise de parti, c'est quoi? C'est la récusation. Et cette récusation également, il faudrait bien qu'on s'entende là-dessus. Elle ne signifie pas qu'on demande la fin du mandat du juge. Elle signifie simplement que nous souhaitons que les juges qui font l'objet de ce soupçon ou qui font l'objet également de cette demande soient écartés de la composition de la juridiction. Nous n'avons pas demandé à ce que leur mandat finisse. On a demandé à ce qu'ils soient mis à côté et qu'ils ne puissent pas se prononcer sur cette matière dans laquelle ils ont fait montre d'impartialité. C'est ça le sens de la récusation. À partir du moment où le plaideur n'a pas la possibilité de demander à ce qu'on écarte un juge pour des questions d'affiliation, pour des questions également de manquement à des obligations générales ou spécifiques qui sont contenues dans la loi qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour, à partir de là, nous ne sommes plus dans un système où on peut dire que le procès est équitable. Nous allons demain devant le juge de la Cour constitutionnelle sans aucune garantie de son impartialité. C'est ce que la décision de la Cour veut dire en un mot. Docteur Mamadou Bekaï Dambélé, expliquez-nous pourquoi vous pensez que... Je rectifie d'abord, c'est Mamadou Bakaï. Mamadou Bakaï, d'accord. Ok. Alors, je m'inscris dans la droite ligne de cher maître, mais je dois donner une précision de taille. La Cour constitutionnelle, elle est d'abord une institution, elle est une administration et elle est une juridiction. Lorsqu'elle statue sur le contentieux électoral, elle statue sur le contentieux électoral en tant que juridiction. Alors, et également, il faut faire la distinction, une distinction de taille. Il faut pouvoir distinguer le droit de récuser le juge constitutionnel et la procédure de récusation du juge constitutionnel. Donc, contrairement à mes prédécesseurs, à cher maître, qui viennent d'affirmer tout à l'heure qu'il n'y a pas de texte spécifique pour la récusation du juge constitutionnel, c'est là où il y a un peu, n'est-ce pas, de démarcation. Moi, je considère que la récusation du juge constitutionnel, c'est même d'ordre constitutionnel. Lorsque vous prenez la Constitution du 25 février 1992, cette Constitution, dans son préambule, a fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 10 de cette déclaration, puisque à partir du moment, on ne va pas en discuter, à partir du moment où la Constitution renvoie à un texte, ce texte devient une partie de la Constitution.
Donc, à partir du moment où la Constitution du Mali fait référence à la Déclaration universelle, la Déclaration universelle devient en ce moment une partie intégrale de la Constitution du Mali. Et l'article 10 impose à toute personne, n'est-ce pas, qui est chargé, n'est-ce pas, de trancher une contestation, n'est-ce pas, d'être indépendant et impartial. Alors, l'impartialité, c'est consubstantiel à la fonction de juger. C'est lié à la qualité du juge. Qu'on les appelle juges, qu'on les appelle conseillers, qu'on les appelle je ne sais quoi. En tout cas, lorsque vous venez pour résoudre un contentieux, lorsque vous venez pour départager, n'est-ce pas, deux parties, même si entre c'est l'État ou bien statuer sur ces questions électorales-là, donc vous le faites en qualité de juge. Et à partir de ce moment, vous êtes soumis à l'obligation d'impartialité. Et lorsque vous n'êtes pas impartial, alors, et que vous rendez un jugement, c'est également un déni de justice. Parce que d'ores et déjà, la décision, elle est connue avant que vous ne statuez. Donc, le déni de justice, ce n'est pas seulement refuser de juger, mais c'est juger en tant qu'organe, en tant que sous l'empire de la partialité. Donc, à partir du moment où le juge rend sa décision sous l'empire de la partialité, donc il n'y a pas de souci, c'est un déni de justice. Alors, pour rapidement terminer, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a commis tout simplement un déni de justice sans se rendre compte. Expliquez. Volontairement. Expliquez. Alors, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La Cour, lorsque les avocats, je dis pas les avocats, lorsque les partis ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander sa récusation, d'abord, elle a donné une définition de la récusation qui ne tient pas d'abord. Et cette définition, c'est l'abstention, parce qu'il ne faut pas confondre l'abstention et la récusation. L'abstention, lorsque dans le fort intérieur du juge, il sait qu'il ne peut pas garder son impartialité, il doit s'abstenir. Et lorsqu'il ne s'abstient pas, alors on doit demander l'une des parties peut demander sa récusation. Et à partir de ce moment, la Cour décide qu'à l'état actuel du droit positif, il n'y a pas de procédure pour sa récusation et la requête est déclarée irrécevable. La requête, elle est déclarée irrécevable pas parce que, notamment, pas parce qu'il n'y a pas de preuves apportées, là je ne rentre pas dans ces considérations, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de droit applicable. Alors la question c'est celle de savoir est-ce que le juge doit refuser de juger sous prétexte qu'il y a silence ou obscurité de la loi. Et c'est là où la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, justement, a commis un déni de justice en disant qu'il n'y a pas de procédure applicable. Et c'est vrai, il n'y a pas de procédure applicable, mais le droit de récuser le juge constitutionnel est d'ordre constitutionnel. D'accord. Professeur Doumbia, êtes-vous convaincu par les explications qui ont été données tout de suite par les trois autres invités qui pensent que le juge constitutionnel est récusable? Moi, je ne suis pas d'accord. Je reste toujours fidèle à ma position. J'ai toujours dit que le juge constitutionnel, c'est un juge spécifique qui est différent des autres juges, qui a une loi spécifique qui le concerne, qui ne concerne pas notamment les autres magistrats de l'ordre judiciaire. Alors, moi, à mon avis, il n'y a pas de déni de justice pour ce qui concerne la récusation. Juste à ce niveau toujours, est-ce que vous pensez que le droit commun s'applique à ces juges? Le droit commun ne s'applique pas aux juges constitutionnels. C'est un juge spécifique. Il y a une loi organique qui régit notamment son fonctionnement et son organisation. La Cour constitutionnelle même a eu à le dire à travers son arrêt. Donc, pour dire qu'en réalité, la Cour constitutionnelle, il y a des possibilités de mettre fin à la mission des juges. Là, la Constitution précise, effectivement. Donc, les seuls cas, c'est soit le décès ou bien la démission du juge. Et cette démission peut être de deux manières. N'est-ce pas, la démission volontaire ou bien la démission d'office. La démission volontaire, c'est un acte librement consenti, n'est-ce pas, par le titulaire de la démission qui, a priori, n'est pas obligé de démissionner. La démission d'office, c'est exactement quand il y a rupture, n'est-ce pas, aux critères d'indépendance et d'un certain nombre d'obligations et ainsi de suite qui posent sur le juge. Donc, pour dire que je ne suis pas peut-être d'accord avec vous, chers collègues, quand vous dites qu'en réalité, il y a un certain nombre de gargées juridiques qui permettent d'encadrer l'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel. La Cour constitutionnelle a eu à le préciser
la loi organique impose un certain nombre d'obligations d'indépendance et d'impartialité au juge constitutionnel. Si ces obligations sont violées, le seul mécanisme de sanction qu'il y a, c'est la démission d'office. C'est la démission d'office. Si la démission d'office, c'est une démission qui est organisée à l'intérieur de la Cour et non à l'extérieur, ce qui a été précisé. Donc, si elle ne démissionne pas, en réalité, cette procédure doit être a priori engagée par la Cour constitutionnelle elle-même et non pas par l'extérieur, en réalité. Donc, si le juge ne démissionne pas d'office, bon, la démission d'office, si vous voulez, elle peut être assimilable à une révocation, mais à condition que la mise en œuvre soit engagée par la Cour constitutionnelle elle-même. Si elle ne démissionne pas d'office, s'il n'y a pas de constatation de la démission d'office, il n'y a rien, il n'y a aucun texte sur la question. Donc, la démission volontaire également, un juge n'est pas obligé de démissionner à travers cela. Il y a aussi l'autre cas de cessation de la fonction, c'est le décès. Donc, à l'exception de ces deux mécanismes-là, notamment la démission qui peut être d'office ou volontaire, ou bien le décès, il n'y a pas d'autre voie de mettre fin à la mission du juge constitutionnel. Le juge constitutionnel titulaire d'un mandat est appelé à l'exercer jusqu'à terme, en réalité. Même si la Constitution ne dit pas clairement, n'est-ce pas, qu'il est inamovible. On dit que dans la Constitution, c'est les magistrats du siège qui sont inamovibles. Mais du point de vue, n'est-ce pas, du mandat du juge constitutionnel, quand il est nommé, il est appelé à exercer son mandat jusqu'à terme. Donc, s'il y a récusation du juge constitutionnel, à mon avis, ce n'est pas en réalité le droit positif malien qui reste vraiment mis sur là-dessus. La loi organique n'en parle pas. La loi, le code de procédure civile que vous invoquez ne fait pas référence au juge constitutionnel. Pour récuser peut-être éventuellement le juge constitutionnel, on pourrait faire appel au pouvoir constituant, qu'il soit original ou dérivé, à travers, n'est-ce pas, une disposition pour changer le statut du juge constitutionnel. Mais pour vous dire que la récusation telle qu'elle est précisée aujourd'hui dans le code de procédure ne concerne pas le juge. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire, et si on récuse le juge, alors les autorités de nomination, qui sont notamment de trois, il s'agit notamment du président de la République, il s'agit notamment, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature. Je ne sais pas, la grande question qui mérite d'être posée, si vous récusez tout de suite un juge qui a un mandat de 7 ans, étant donné que la récusation ne lui retire pas son mandat, alors, est-ce qu'il faudra amener d'autres juges avec d'autres mandats pour trancher à sa place? Alors, je ne sais pas. Et pour vous dire que la récusation ne résout pas cette situation, à mon avis, tout est une question en réalité de garde juridique pour permettre de renforcer les prérogatives du juge constitutionnel. Alors, si on récuse le juge constitutionnel... Pour mieux comprendre, oui. Vous dites que même si le juge est récusé, oui. Il ne perd pas son mandat. Il ne perd pas son mandat. Donc, il peut être récusé. Donc, il peut être récusé. Oui. Non, il ne peut pas être récusé. Je dis dans l'hypothèse de la récusation dont ils invoquent. S'il est récusé... Par exemple, je parle dans l'hypothèse où ils sont en train d'invoquer, mais je n'ai jamais dit que le juge peut être récusé. Du point de vue du droit positif malien, ce n'est pas possible. Mais dans l'hypothèse, supposons qu'on admet l'hypothèse de la récusation. Il y a déjà des juges qui ont des mandats. On les récuse, on fait amener d'autres juges qui auront également des mandats. Étant donné que les autorités de nomination, n'est-ce pas, qui sont des autorités politiques, n'est-ce pas, qui vont choisir de manière discrétionnaire les gens qu'ils veulent mettre au niveau de l'institution. Est-ce que la solution va être résolue? Donc, on a beau mettre le juge, on a beau le juge dans des conditions juridiques, dans des conditions favorables à son indépendance, à son impartialité. Si le juge même n'est pas conscient de son indépendance, ça ne peut pas du tout résoudre la situation. Donc, pour vous dire que l'indépendance, c'est un état d'esprit et tout dépend, dans ce cas, de la personnalité du juge. C'est une question de conscience qui est là. D'accord. Récusable ou pas, Maître Touré, le processus semble être compliqué. Moi, je pense qu'il a dit beaucoup de choses en tant que professeur. Et c'est très intéressant, d'autant plus que ça vient d'un professeur. Quand un professeur de droit dit que le droit est muet, à partir de là, on ne peut rien faire. Moi, je pense que c'est un peu inquiétant. On apprend aux étudiants, en tout cas, les profs, je pense que c'est la norme. On nous a appris, nous, quand on était étudiants, nos profs nous ont appris que lorsque le droit est muet, il y a ce qu'on appelle l'œuvre jurisprudentielle.
La jurisprudence... Mais est-ce qu'il est réellement muet? Non, je veux simplement rebondir à parce que si on suit la logique du professeur, à partir du moment où le droit est muet et qu'il n'y a pas une disposition spécifique par rapport à la récusation, le juge ne doit pas se prononcer et c'est impossible. Je lui dis simplement que l'œuvre jurisprudentielle est une donne qui fait partie de l'activité de la production normative même des juridictions. Parce que souvent, c'est des œuvres jurisprudentielles qui servent même de normes au niveau de l'Assemblée nationale et deviennent des lois. Donc, c'est la fonction normative de la jurisprudence qui est appelée à ce niveau. Et non, mais la jurisprudence naît de quelque chose. C'est ce que je vous dis. Ça n'existe pas sur la non, récusation. mais on la crée, la jurisprudence. Donnez-moi un exemple de jurisprudence. Les droits n'en parlent pas. Non, justement, vous êtes dans une... Les juges constitutionnels sont créateurs ou pas? Sont créateurs de droits. C'est ça la question. Sur les cas spécifiques de la récusation, oui, mais justement, on leur a posé... un exemple où... On leur a donné l'occasion de... On leur a donné l'exemple, ils ont voté en tout. Mais ils ont rendu une jurisprudence. Je suis en train de vous expliquer simplement qu'il y a une fonction normative de la jurisprudence qui est l'œuvre des juges, qu'ils soient constitutionnels ou pas. Les juges, en l'absence de texte ou lorsque le texte est mieux insuffisant, interprètent et font œuvre de jurisprudence. C'était pour vous dire simplement que ce silence des textes de manière spécifique, ça ne veut même pas dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas de texte spécifique, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on vous a donné les ressorts textuels maintenant du procès, comment on appelle ça là, équitable, qui soutiennent l'impartialité du juge. Et lorsque l'impartialité n'est pas au rendez-vous, le juge est récusable. On vous l'a dit dans l'arrêt. La Cour constitutionnelle s'est référée à d'autres jurisprudences en disant que la récusation est possible dans des systèmes où la tradition constitutionnelle est bien établie, mais simplement pour des questions de contrôle de constitutionnalité a posteriori. Cela n'étant pas au Mali, donc on ne peut pas l'appliquer. Donc le principe de la récusation des juges a été reconnu par la Cour constitutionnelle elle-même dans cet arrêt. Ne la concerne pas. Je vais vous dire simplement, la partie qui nous a amenés à demander la récusation des juges, des 6 juges sur les 9, elle porte sur la violation de l'article 8 de la loi organique qui détermine le fonctionnement et l'organisation de la Cour constitutionnelle. Et l'article 8, in fine, nous dit quoi? Qu'il est interdit aux membres de la Cour constitutionnelle de donner une consultation écrite dans une matière qui relève de leur compétence, de la compétence de la Cour. Et les matières qui relèvent de la compétence de la Cour, c'est le contentieux relatif aux élections présidentielles, aux élections des députés, les questions référendaires, aussi les questions relatives au contrôle de constitutionnalité. L'avis a été sollicité par le ministre de l'Administration territoriale, qui a eu un avis discrètement, et sur la base duquel il a pris... De la part d'un juge constitutionnel. De la part d'un juge constitutionnel, sur la base duquel il a pris une instruction illégale qui viole de manière délibérée l'article 110 de la loi électorale. Et ce qui a servi maintenant aux votes multiples qui ont été une source de fraude qui est estimée à 340 000 voix. Nous nous sommes dit qu'à partir du moment où le ministre de l'Administration territoriale, qui est une partie organisatrice des élections, a saisi la Cour constitutionnelle dans une matière dont le contentieux va lui être déféré et que la Cour constitutionnelle a donné un avis dans cette matière, elle a violé l'article 8 in fine de la loi qui organise la Cour constitutionnelle. Et lorsque cet article est visé, nous, en tant que juristes, avocats, nous sommes obligés de mettre en œuvre la technicité pour pouvoir atteindre notre objectif. Parce que nous pensons que cette consultation volontaire qui a servi de base à une instruction illégale, source de fraude, est une violation de l'obligation de neutralité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander maintenant à la Cour de prononcer la récusation des magistrats, des juges de la Cour, que nous estimons être à l'auteur également de cet avis qui est contraire à l'article 8 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons aller qu'en récusation. Nous ne pouvons pas aller maintenant dans la demande de contestation, de constatation plutôt, de la démission d'office, parce que la Cour elle-même l'a dit, c'est une procédure interne dont l'initiative relève d'elle. D'accord. Donc vous êtes d'accord sur un point de vue, c'est que c'est possible, mais seulement en interne, pas en externe. Non, il y a deux choses. Ce n'est pas la récusation. Okay. Je vous dis, la récusation est le droit pour une partie de demander à ce que des magistrats soient écartés de la composition dans le cadre d'une procédure, parce qu'ils ne sont plus impartiaux. La démission d'office, elle existe dans les règles de fonctionnement de la Cour. La démission d'office intervient lorsqu'on viole les obligations générales ou spécifiques
de la loi organique. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'une des obligations générales de la loi organique maintenant, c'est l'abstention dans l'émission d'une consultation écrite dans le cadre d'une matière dont le contentieux va vous être déféré. Et la Cour ayant fait ça, nous ne pouvons pas déclencher le mécanisme de constat de la démission d'office. Parce qu'en saisissant la Cour, même par une simple lettre, elle va la considérer comme une requête. Donc sur le plan technique, on va se servir des principes du procès équitable, aller en demande de récusation. Et cette demande de récusation maintenant va susciter l'avis de la Cour, l'intérêt de la Cour par rapport au constat de la violation de l'obligation générale dans l'article 8 pour déclencher, cette fois-ci par elle-même et à travers le mécanisme interne, le mécanisme simplement de la constatation de la démission d'office. Et cela n'a pas été fait. La Cour, effectivement, était dans la possibilité de constater qu'ils ont failli, ils ont également violé l'article 8, donc elle déclenche le mécanisme interne de constatation d'office de la démission de ses membres parce qu'ils se sont prononcés dans une matière dont le contentieux relève de leurs compétences. Donc c'est pour vous dire simplement que le droit, ce n'est pas simplement la théorie, mais également c'est une technique qui est utilisée à des fins diverses. Nous avons des motifs réels. On en parlera tout de suite. Déjà 30 minutes de débat. Exceptionnellement, ce grand dialogue va durer 1 heure de temps au lieu de 45 minutes. Et nos invités sont le professeur Fousseini Doumbia, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Bamako, docteur Mamadou Bakay Dambélé, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat au barreau du Mali, et maître Zana Kone, avocat au barreau du Mali. Maître Zana Kone, le professeur Doumbia a posé une question. Il dit, si toutefois le juge est récusé, est-ce qu'il y a une procédure qui est prévue parce que le juge ne perd pas son mandat? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Alors oui, en fait, je pense que le professeur fait peut-être confusion entre deux choses. Le débat est sur une question principielle. Nous parlons des principes. Maintenant, la mise en œuvre du principe est tout autre chose. La Cour constitutionnelle statue avec quel quorum? Il sait avec quel quorum la Cour constitutionnelle statue. Expliquez-le aux auditeurs. La Cour constitutionnelle statue régulièrement que lorsque au moins 5 de ses membres sont réunis. On est d'accord. Si le quorum de 5 est atteint sur 9 personnes, moi je ne vois pas où est le problème. Mais cela ne doit pas. Ce n'est pas il va nous dire tout de suite que nous avons demandé la récusation de 6 personnes. Je vois là où le débat veut venir. Mais le problème, ce n'est pas le nombre de personnes dont nous avons demandé la récusation qui est le problème, mais c'est plutôt le principe du procès équitable qui est le problème. Est-ce que, parce que le nombre de personnes demandées fera en sorte que le quorum ne puisse pas être atteint, est un obstacle à la mise en œuvre d'un principe général? La question, elle est non. La réponse, elle est non, je veux dire. Il a dit que la Cour constitutionnelle est une juridiction particulière et qui, comme telle, est régie par un texte spécial. Ça m'a intéressé cette partie. Mais j'aimerais tout simplement lui dire que toutes les juridictions, en leur façon, sont assez spéciales. Quand vous prenez la Haute Cour de justice, c'est des textes particuliers. Quand vous prenez même le tribunal administratif, c'est des textes particuliers. Mais le fond commun qu'ils ont, c'est toujours la notion de procès équitable. Vous n'allez pas aller devant, par exemple, la Haute Cour de justice pour dire non, comme c'est une juridiction assez spéciale, donc il n'y a pas de procès équitable ici. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On vous a expliqué, et lui-même vous a donné un élément qui devait le convaincre à suffisance que la récusation est possible. Cet élément, c'est quoi? C'est lui-même qui a évoqué ici la démission d'office. C'est bien, nous l'aurions évoqué s'il ne l'avait pas fait. Mais pourquoi la démission d'office est organisée? Pourquoi? La démission d'office est organisée précisément pour éviter que ce juge-là qui entre en contradiction avec les textes qui les régissent puisse continuer quand même à connaître comme on appelle, des affaires qui lui seront déférées. L'un de ces principes, sinon l'une de ces règles principales, c'est quoi? C'est justement l'impartialité encore. Quand vous prenez l'article 3, vous prenez l'article 8 et vous faites la lecture combinée avec l'article 10, ça vous donne ces éléments-là. Donc, si la démission d'office est organisée à l'interne, c'est bien parce qu'on craint que le juge, comme on appelle le juge partial, puisse statuer. Mais si ce mécanisme est organisé et que le déclenchement dépend de la Cour elle-même, ce qui veut dire que c'est son bon vouloir. Si elle ne déclenche pas, rien ne se fera. Alors, qu'en est-il du cas où c'est le président, par exemple, de la Cour constitutionnelle lui-même qui est pris, si vous voulez, en délit de partialité? Alors que le mécanisme va être enclenché comment? Juge et partie? Juge et partie? Et c'est justement mais si le juge doit être recusé, comment ça doit s'organiser? Comment ça doit s'organiser?
Alors, la récusation, la première des étapes, c'est de déposer une requête comme nous l'avons fait. Le juge, en prenant connaissance de la requête, peut lui-même comprendre que, effectivement, il n'est pas dans la situation normale pour connaître du contentieux parce qu'il a un parti pris. S'il ne veut pas, l'affaire est déférée, comme ils l'ont dit, au tribunal de première instance où le procureur, près le tribunal de première instance, est saisi. Et c'est précisément cette partie-là qui lui fait mal. Et une décision de récusation est prise au niveau d'instance. Et c'est tout. D'accord. Alors, docteur Dambélé, est-ce que vous êtes d'accord sur ce processus? Cette procédure, ça ne colle pas. Et c'est là où, justement, il y a une petite différence entre, cher maître, et la position de maître et celle de ma position. Et la vôtre. Alors, ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de juge qui soit partial. Si on est partial, ça veut dire qu'on n'est pas juge. Alors, je tiens à le dire et à le préciser. C'est que au Mali, ici, à l'état actuel du droit positif, la récusation du juge constitutionnel, ça ne pose pas de problème. Mais la procédure de récusation, c'est ce qui pose problème. Et là, comment cette procédure, cette question pourra être résolue? On sait que la Cour a été déjà saisie. La Cour a été déjà saisie. Et c'est à la Cour de dire si elle est récusable ou pas. Alors, si elle dit qu'elle est récusable, donc elle n'a qu'à s'abstenir. C'est tout. Voilà. Et si elle dit que, bon, non, je ne suis pas récusable, excusez-moi, chers collègues, c'est que ce juge constitutionnel-là se hisse au rang de Dieu. Seul Dieu, dans sa fonction de juger, est irrécusable. Alors, oui, mais s'il dit qu'il n'est pas récusable, quelle est la procédure? S'il dit qu'il n'est pas récusable, alors, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que la décision, en tout cas, si la requête n'est pas une requête fallacieuse, c'est une requête fondée, c'est que la décision qu'il va rendre, que le juge constitutionnel va rendre, donc ce serait un déni de justice, tout simplement. Et on ne peut que constater lamentablement cette situation-là. Voilà. Le dossier ne peut pas être transféré au tribunal. Non, la procédure de droit commun ne peut pas s'appliquer. Mais moi, je tiens à dire que cette question d'impartialité, puisqu'il y a, à l'état actuel de la composition de la Cour constitutionnelle, il y a des magistrats de profession. Et ceux qui ne relèvent pas, n'est-ce pas, de ce corps de magistrats, de juges, de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Donc, moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que ces magistrats de profession, qu'on ne puisse pas leur appliquer le statut de la magistrature et le code de déontologie. Donc, lorsque vous prenez l'article 1er du statut de la magistrature, l'article 1er, alinéa 2, on cite que, bon, voilà, c'est les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Il s'agit d'un ensemble de magistrats de corps unifiés qui comprennent les magistrats des tribunaux, des cours et des justices de paix à compétences étendues. Donc là, dans ce cas, on cite les cours. Donc, la Cour constitutionnelle... Pour mieux comprendre toujours, si le juge dit qu'il n'est pas récusable, s'il ne reconnaît pas ce fait, est-ce qu'il y a une autre mesure qui est prévue ou bien le dossier est clos? Non, le dossier est clos. En tout cas, à l'état actuel, la procédure de droit commun ne peut pas s'appliquer. D'accord. Donc vous êtes en train de dire que le juge constitutionnel ne peut pas être récusé, mais il peut se faire récuser. Le juge constitutionnel, parce que c'est ce que je vous dis, attention, il ne faudrait pas confondre ce droit déterminateur-là, notamment le droit de récuser le juge constitutionnel et la procédure de récusation du juge constitutionnel. Mais c'est lui-même qui se récuse quand on... Ça, c'est l'abstention. Oui, vous dites que c'est à lui-même de décider. C'est à lui de décider. Donc c'est lui-même qui se récuse. C'est à lui de décider s'il s'abstient ou il décide de ne pas s'abstenir. Maintenant, si le juge... 30 secondes, Zana veut comprendre quelque chose. Je vais vous donner la parole tout de suite. Ce que j'aimerais comprendre, ce serait bien pour nous tous de savoir exactement la raison pour laquelle le fonds commun du droit ne peut pas s'appliquer, comme on appelle, en matière de procédure. Il répondait avant qu'on donne la parole. Le fonds commun du procès équitable, c'est les règles du procès équitable, c'est le fonds commun. Et ce fonds commun-là, ça s'applique à toutes les juridictions. Mais attention. Je parle du code de procédure civile. Le code de procédure... Qui est le droit commun, on est d'accord là-dessus? Oui, c'est le droit commun, mais ça ne peut pas s'appliquer. Et pourquoi?
Précisément, c'est ça. La raison, elle est toute simple parce que la procédure qui consiste à mettre à l'écart le juge, lorsque vous prenez ce fonds commun-là, donc qui consiste à saisir le tribunal de première instance ou quelque chose du genre, donc ça c'est une procédure qui est prévue pour l'ordre judiciaire. Ah ben non, personne n'a dit ça. Précisément, on dit le juge n'a pas à distinguer là où la loi n'a pas distingué. Tout comme vous, professeur, vous n'avez pas à distinguer là où la loi n'a pas distingué. La loi n'a jamais dit que le code de procédure n'était applicable qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, non? Non, l'ordre judiciaire, la procédure de récusation d'un juge, oui, mais n'est-ce pas, qui est prévue par le code de procédure pénale et le code de procédure civile? Vous prenez la loi, vous allez voir qu'on parle de juge, tout juge. Il n'a jamais été question de juge judiciaire, juge administratif, juge constitutionnel. Et c'est un fonds commun du droit. Et on dit ce qui n'est pas interdit est permis. La loi n'interdit pas. La loi ne distingue pas non plus. Ce n'est pas au juge de distinguer, justement. D'accord. Alors, non. Il veut réagir. 30 secondes. Non. Le fonds commun du procès civil ne peut pas s'appliquer, n'est-ce pas, au juge constitutionnel qui relève d'une loi organique. Donc de deux positions, on se retrouve à 3 positions. Une position qui est que le juge constitutionnel est récusable. Une autre position qui est que le juge constitutionnel n'est pas récusable. Et une troisième position qui est que le juge constitutionnel peut se récuser, mais n'est pas récusable. C'est ça? Alors, professeur Doumbia. Moi, je crois que... moi, j'ai une position tempérée en ce moment. D'accord. Donnons l'occasion au professeur Doumbia de réagir là-dessus. Allez-y. Il faudrait peut-être tenir compte du caractère équilibre des positions. C'est vrai, ils sont majoritaires et moi, je suis justement, allez-y. Ils sont tous pour la récusation. Je pense qu'il est en train de te rejoindre. D'accord. Je crois que Maître Koné vient de dire chaque juridiction a une loi spécifique pour son organisation, pour son fonctionnement. Alors, ce n'est pas la loi relative, n'est-ce pas, au statut de la magistrature, n'est-ce pas, de l'ordre judiciaire qui va s'appliquer à la loi relative au statut de la magistrature de l'ordre administratif, ou bien la loi organique relative à la Cour constitutionnelle qui va s'appliquer, n'est-ce pas, au statut de la magistrature de l'ordre judiciaire. Non, chaque juridiction ou bien chaque magistrat a son statut particulier. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez tout de suite que le code des procédures civiles va aussi s'appliquer, n'est-ce pas, au juge constitutionnel. Ce qui n'est pas du tout vrai à mon avis parce qu'il est régi par une loi spécifiquement réservée pour son fonctionnement, pour son organisation, pour sa compétence et pour sa composition. Alors, vous insistez beaucoup sur le caractère du procès équitable. Moi, j'ai eu à le préciser au début de mon intervention pour dire que dans le cadre du juge constitutionnel, je vous ai dit c'est un juge spécifique investi d'une compétence spécifique. Alors, Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui le différencie? C'est-à-dire, devant le juge constitutionnel, ce n'est pas deux parties qui vont s'opposer à la suite d'une contestation. Bien sûr. Alors, dans le cadre précis, alors, la plainte que vous avez introduite, alors, elle est portée contre qui? Contre une décision, n'est-ce pas? Une décision qui proclame un candidat élu provisoirement, mais pas contre une partie. L'administration. L'administration, non, c'est qu'il y a deux cas. L'administration est en principe neutre par rapport à cette situation. Elle a pris une décision. Vous êtes en train de vous attaquer contre une décision et non contre une partie. C'est-à-dire deux parties supposent quoi? Excusez-moi, c'est moi qui ai la parole. Alors, deux parties supposent qu'il y ait ce qu'on appelle un demandeur et un défendeur. Alors, dans le cas précis, qui est défendeur? Moi, je n'en vois pas. Donc, vous êtes en train... Quand vous demandez, la prétention que vous demandez auprès du juge constitutionnel, c'est quoi? C'est soit l'annulation, soit la réformation de la décision du juge de l'autorité administrative qui a déclaré provisoirement un candidat élu. C'est ce que vous demandez. Vous ne portez pas plainte contre une partie, ni contre une personne, mais vous portez plainte contre une décision. Donc ici, les parties ne sont pas en cause, mais le juge constitutionnel étant le juge de la légalité, n'est-ce pas, des opérations électorales pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Donc, il va se prononcer sur cette question, mais
et non pas sur une partie qui va se présenter devant lui pour qu'il tranche. D'accord. Nous avons 3 positions, donc 3 réactions. Vous deux, vous n'allez pas réagir ensemble, c'est un seul qui va réagir. Tout de suite. Oui, vous aurez la parole tout de suite. Non, 3 positions. Donc il va juste répondre par rapport à cela, ou si vous voulez réagir par rapport à vos 45 secondes. Allez-y. Ok, d'accord. Non, rapidement, hein. Le fonds commun du procès civil, là, c'est le procès civil commercial et social, pas plus, les règles applicables. Donc, ces règles qui s'appliquent au procès civil commercial et social, vous ne pouvez pas aller le transposer au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Laissez-le poursuivre, vous êtes en train de jouer sur ces secondes. Non, c'est pas possible. Allez-y, c'est pas possible, vous avez fini. Oui, D'accord, à vous, 45 secondes. Vous aurez la parole tout de suite. Pour la question de parti, j'ai l'impression que vous ramenez la compétence de la Cour constitutionnelle au seul cas qui lui a été déféré. Je vous pose une seule question. Vous avez dit, vous voulez avoir 2 personnes, n'est-ce pas? 2 personnes pour être sûr que c'est des partis. Je vais vous demander... Non, il faut que je vous 45 secondes. Donc, je vais vous expliquer. Vous aurez juste vos 45 secondes tout de suite. Supposons un instant que vous soyez candidat, que lui, il soit élu, et que vous attaquez son élection, vous voulez l'annuler. Est-il parti ou non? Non, je ne vais pas m'attaquer contre lui, mais contre la décision qu'il déclare élu. Alors, je vais vous expliquer. Je vous explique. Ne portez pas plainte contre lui en tant que personne, mais contre une décision qui lui donne une faveur au détriment de vous. Alors, vous avez une très mauvaise compréhension de la notion de parti. Vous avez une très mauvaise compréhension de la notion de parti. Non, je viens. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand un préfet prend, par exemple, une lettre d'attribution ou, si vous voulez, un permis d'occuper, celui à qui le permis fait grief, il attaque la décision. C'est la décision qui est attaquée, n'est-ce pas? Mais c'est toujours 2 parties. Parce que la décision n'émane pas d'elle-même, elle émane de quelqu'un. Vous comprenez? Et c'est contre cette décision que la demande est dirigée. Et une fois que la demande est dirigée contre cette décision, 2 secondes. Le lien d'instance étant scellé, il y a forcément 2 ou 3 parties. D'accord, donc forcément 2 ou 3 parties. À vous maintenant, vous aurez la parole tout de suite. Vous aurez la parole tout de suite. Ce que je voudrais aussi préciser par rapport à l'exemple que vous venez de donner. Alors, quand cette lettre est attribuée et qu'une personne l'attaque, n'est-ce pas, devant le juge administratif, en vue d'obtenir son annulation, le juge administratif ne va pas juger les parties, le juge administratif va statuer sur la légalité de cette lettre, n'est-ce pas, sur la décision qui a été prise. Non, c'est-à-dire le juge ne va pas juger les parties. Le juge va veiller, n'est-ce pas, si la loi a été respectée ou pas par rapport à cette décision. Alors jamais... Donc les parties ne sont pas jugées devant le juge, mais c'est la décision qui est mise en cause ici. Vous vous trompez. En procès civil, dans le procès civil, par exemple, ce n'est pas les parties qu'on juge. Non, je vous explique. Le juge administratif est le juge de la légalité et non des parties. Je vous comprends très bien. Dans le procès civil, ce n'est pas non plus les parties qu'on juge, mais une affaire qui est déférée devant le juge. C'est sur cette affaire qu'il se prononce. C'est seulement dans le procès pénal que l'individu est jugé. Donc, de la même façon que la légalité de l'acte est jugée de l'autre côté, de la même façon... D'accord, merci. En 10 secondes, est-ce que vous voulez réagir sur cette question? Vous aurez la parole tout de suite. Il y a des équilibres, il ne faut pas essayer. Allez-y. C'est ce que je voudrais préciser. Il faut comprendre que le fonds commun du procès, le procès civil, le code de procédure civile, commerciale et sociale, ne peut pas s'appliquer à la Cour constitutionnelle. Ça, il faut le laisser de côté. Très bien. Et en ce qui concerne cette procédure de récusation, là, je suis en tout cas catégorique. Lorsque la Cour constitutionnelle déclare qu'elle est irrécusable, alors il n'y a pas autre issue. D'accord. Alors donc, on va aborder d'autres sujets par rapport toujours à cette Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, est-ce que vous pensez que les juges constitutionnels du Mali sont neutres? Au vu de tout ce qui s'est passé, quand on regarde les événements qui se sont déroulés dans notre pays depuis quelques années, il ressort clairement que les juges, en tout cas de la Cour constitutionnelle, beaucoup d'entre eux ne sont pas des juges qu'on peut qualifier de neutres. Si on veut remonter un peu plus loin,
on peut même remettre en cause le système même de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Que reprochez-vous exactement au mode de désignation? le mode de désignation, 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc en tant que président de la République, on choisit la personne qu'on veut dans un panel bien déterminé avec des critères bien spécifiques. Donc il y a forcément un devoir de redevabilité contre lequel doit s'ériger normalement ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude, qui malheureusement a du mal à passer. Quand on regarde la production normative, parce que quand on veut parler d'une institution juridictionnelle à caractère politique, il ne faut pas l'analyser sous l'angle purement juridique ou sous l'angle purement politique. Quand on regarde la production normative de cette juridiction ces derniers temps, on se rend compte qu'elle jure avec le droit et très souvent le bon sens. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis l'insécurité résiduelle qui était en total déphasage, non seulement avec les textes, mais également avec la réalité. Quand on regarde même récemment ce que nous avons soulevé comme grief dans notre requête aux fins de récusation par rapport à la violation de l'obligation de neutralité, une Cour constitutionnelle ne peut pas servir de chambre de consultation pour l'administration qui est déjà mise en place, l'administration qui organise l'élection à travers un ministre politique, n'est-ce pas, qui a été nommé par un candidat à l'élection présidentielle et qui a posé des actes, en tout cas, qui sont vraiment décriés. Donc on s'est dit, la Cour constitutionnelle, elle sait très bien qu'elle a donné une consultation écrite dans une matière dont le contentieux va lui être déféré. Et la procédure interne qui existe à la matière, c'est simplement que la Cour s'autosaisisse et qu'elle dise que le fait que cette procédure de récusation ait été introduite, même si nous ne la recevons pas, pour les raisons discutables que nous avons avancées, mais elle nous met sur le chemin de la constatation de la démission d'office. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, la Cour ne s'est pas autosaisie maintenant pour constater la démission d'office par rapport à la violation de cette obligation qui est dans l'article 8. Ça, c'est l'une des questions qui reste. Je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas beaucoup parlé, contrairement à mes autres. Non, je n'ai pas plus parlé que lui parce qu'ils ont beaucoup polémiqué. Et moi, j'intervenais un peu simplement pour dire que ce qui ressort de cet arrêt, en tout cas, la première des choses, c'est que le juge constitutionnel n'est pas obligé de respecter les principes du procès équitable. Et la Cour dit que c'est faisable ailleurs, mais chez nous, ce n'est pas faisable parce que les dispositions spécifiques ne le disent pas. Moi, je vous dis que lorsqu'on se réfère aux autres systèmes constitutionnels où il y a les droits de l'homme sont respectés, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a affirmé dans un arrêt en 1993 que les cours constitutionnelles sont soumises au respect des exigences du procès équitable. Vous avez déjà eu comme les autres juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Et quand je reviens également à la question du professeur Doumbia... Elle est adoptée par notre pays. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vous ai pas dit ça. Ne rentrons pas dans cette polémique vaine. J'ai été très précis. J'ai fait simplement du droit comparé. Que les juges constitutionnels ne sont pas neutres. Alors, professeur Doumbia, est-ce que vous pensez que les juges constitutionnels du Mali aujourd'hui sont neutres? Alors, c'est vrai que la question, elle est vraiment... complexe, ça il faut reconnaître. Moi, je lui rejoins dans certains de ses arguments. C'est vrai, il faut une grande réforme aujourd'hui de la justice constitutionnelle au Mali, au regard de son statut, au regard de sa composition, de son organisation. Moi, j'ai toujours à décrier les méthodes ou les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Mali. J'ai même à le dire souvent qu'elle ressemble beaucoup plus aux critères d'un conseil constitutionnel qu'une véritable Cour constitutionnelle. Parce que quand vous regardez la Cour constitutionnelle, il n'y a pas que des juristes. On peut être juriste et non juriste. Et souvent aussi... Qu'est-ce que la loi dit à ce propos? La loi... Qui doit être juge constitutionnel? Non, il y a la Constitution qui définit, n'est-ce pas, les membres qui doivent être nommés au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a les avocats. Certains pensent que ne peut être juge constitutionnel qu'un professeur de droit ou un avocat. Non, pas du tout. L'élément d'ailleurs qui doit peut-être vous intéresser à travers cette question, ça peut être aussi des personnalités qui ont honoré le service de l'État, qui peuvent être des juristes et des non-juristes. Ce qui est extrêmement important, nous avons vu, ce n'est pas toujours des juristes qui ont été nommés au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a des physiciens, il y a d'autres des catégories socio-professionnelles qui ont été vraiment nommées au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça pose un peu de problème. Également, moi, je souhaite qu'il faut qu'on ait aussi dans les sens
de l'élargissement de la saisine du juge constitutionnel. D'accord, ça c'est les solutions, on y reviendra tout de suite. Alors à vous, professeur Dr Dambélé, certains observateurs estiment que la Cour constitutionnelle n'a jamais été aussi critiquée par la population et par les différents acteurs politiques. Ok. Alors, parce que la question de la neutralité de la Cour et les critiques adressées, ce n'est pas seulement la Cour constitutionnelle. Ce soir, on parle de la Cour constitutionnelle. C'est une question d'indépendance. C'est une question d'indépendance qui se pose. Est-elle indépendante, la Cour constitutionnelle? Est-elle indépendante, la Cour constitutionnelle? Si vous voyez, est-ce qu'elle est indépendante selon vous? Alors, si vous regardez, parce qu'on ne peut pas directement répondre à cette question, quand vous regardez le mode de désignation, ça pose problème. Parce que le mode de désignation, n'est-ce pas, ne laisse pas en tout cas, ne permet pas, ne garantit pas en réalité l'indépendance. Et lorsque le juge constitutionnel n'est pas indépendant, si le juge constitutionnel est dépendant, automatiquement il est partial. Lorsqu'on est dépendant, automatiquement on est partial. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Que faut-il faire, Maître Zana Kone, face à toute cette situation? De revenir un peu en arrière, comme c'est intéressant, pour toujours parler du fonds commun du droit. Vous avez dit que le tribunal administratif, par exemple, a ses règles, n'est-ce pas? Vous avez 30 secondes. Oui, 30 secondes, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez que le tribunal administratif lui-même, chaque fois qu'il y a un vide au niveau de sa procédure, c'est forcément dans le fonds commun qu'on puise? C'est toujours comme ça. Dans toutes les branches du droit, chaque fois qu'il y a un vide, on puise dans les fonds communs, qui est le droit, comment on appelle, le droit commun, qui est le droit civil. Donc la procédure civile s'applique un peu partout. Écoulez, que faut-il faire maintenant? Que faut-il faire? S'il vous plaît, vous aurez la parole. Chacun aura 1 minute pour clore ce débat et dire ce qu'il a envie de dire. Alors à vous, vous avez votre 1 minute, Maître Zana Kone. Oui, que faut-il faire? C'est la question que je vous pose. Que faut-il faire face à cette situation? Aujourd'hui, pratiquement tout le monde dit que le mode de désignation pose problème. L'indépendance des juges constitutionnels est remise en cause par plusieurs observateurs. Alors, quelle solution face à cette situation? Ok. La première des choses, c'est que si aujourd'hui on discute de la question de récusabilité ou de non-récusabilité, c'est bien parce que les textes n'ont pas été explicites. Très bien. Donc la première des choses, c'est de tirer leçon de ce qui vient d'arriver aujourd'hui et de commencer à réfléchir, à établir une procédure claire et nette. La deuxième des choses, c'est de faire en sorte que la Cour constitutionnelle et d'une façon générale, le Conseil supérieur même de la magistrature ne soit pas lié au pouvoir exécutif. C'est ça. D'accord, Maître Parce que tant que c'est ça... 1 minute. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui relèvent du domaine organique. Il y a d'autres facteurs également qui relèvent d'un domaine beaucoup plus métaphysique, c'est-à-dire de l'éthique personnelle. Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait revenir sur la composition, d'abord, la composition organique de cette Cour-là. Parce qu'il y a un lien d'allégeance fort qui est là depuis la désignation des membres. Tout le monde le sait, mais on continue avec le même système. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Donc ça à côté de cela également, je pense également qu'il faudrait également clarifier aussi le statut des membres de la Cour constitutionnelle. Sans finir, je n'ai pas terminé. Professeur Doumbia, 1 minute écoulée. À vous, professeur Doumbia. Moi, je suis dans la dynamique... Il faut reconnaître que la Cour constitutionnelle mérite aujourd'hui une véritable réforme. Ça, il faut le dire. Il faut que les citoyens soient vraiment autorisés à la saisir parce que la question de la défense de l'État de droit ne se délègue pas. Seuls les représentants de l'État sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle et souvent, c'est des hommes politiques. Ils peuvent la saisir et ne pas la saisir. Il y a même des cas d'autosaisine de la Cour constitutionnelle dans certains États tels que le Bénin. Il y a aussi l'exception d'inconstitutionnalité qui jusqu'à présent n'existe pas dans notre Constitution. Donc il faut aller dans le sens de la démocratisation de la justice constitutionnelle. Même si dans certains cas... à vous pour clore. Il faut reconnaître que le simple fait aujourd'hui que la question s'est posée, c'est une avancée du droit malien. Voilà. C'est une avancée du droit malien et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est la Constitution elle-même qui doit être révisée. Lorsqu'on va confier
la garantie d'indépendance au président de la République, qui est le chef d'un pouvoir, pour aller garantir l'indépendance de l'autre pouvoir, ça pose problème. Donc, puisque quand vous lisez la Constitution, l'indépendance de la magistrature est garantie par le président, assisté du Conseil supérieur de la magistrature. D'accord, temps écoulé, et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Exceptionnellement, ce débat a duré 1 heure de temps au lieu de 45 minutes. Nous parlions de la récusabilité des juges constitutionnels. Est-ce que le juge constitutionnel est récusable ou pas? 3 positions là-dessus, mais une seule position par rapport à la réforme de la justice au Mali. Nos invités, Dr Fousseini Doumbia, professeur de droit et de sciences politiques à l'université de Bamako, Dr Mamadou Bakay Dambélé, enseignant-chercheur à l'université de Bamako, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré et Maître Zana Kone, tous avocats au barreau du Mali. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara à la régie vidéo Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.